RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouli. Jean Pouli, bonjour. Bonjour. On parle avec vous aujourd'hui de la guerre 2.0. Il y a des conflits à l'ère du numérique ? Et oui, et à l'heure du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui a inauguré une série d'avancées technologiques majeures du XXe siècle et du XXIe siècle, il m'a semblé intéressant de me pencher sur justement cette notion de guerre numérique ou cyberguerre, ou encore guerre 2.0, puisque c'est un peu la mode effectivement de tout décliner en 2.0. Alors n'oublions pas tout d'abord qu'Internet est le descendant direct d'un réseau lancé par les militaires américains dès 1969, le réseau ARPANET, qui était conçu pour transférer des paquets de données entre ordinateurs avec l'objectif de n'être jamais coupé en temps de guerre, ce qui a donné naissance à Internet. Et puis faire la guerre, c'est à la fois s'informer et utiliser des technologies. Dans une guerre, l'information a toujours été éminemment stratégique et tous les moyens sont bons pour savoir ce que l'ennemi prépare, des pigeons voyageurs aux ballons zeppelins de la Première Guerre mondiale jusqu'aux chevaux de Troie informatiques d'aujourd'hui qui espionnent les ordinateurs. Alors voilà, dans ce monde hyper numérique et en réseau, la cyberguerre est une réalité à différentes facettes. Mais comment définir concrètement une cyberguerre ou une guerre numérique ? Alors il faut distinguer plusieurs choses. La cyberguerre ou guerre cybernétique consiste en l'utilisation d'ordinateurs et des réseaux pour mener une guerre dans l'espace numérique en lui-même. Par exemple, s'informer en surveillant ses ennemis, en les empêchant de s'informer ou en diffusant de fausses informations. Cette guerre cybernétique, qui a d'abord des objectifs purement militaires, se décline aussi en guerre économique par l'espionnage massif, comme des entreprises, comme l'a révélé récemment l'affaire Snowden, mais aussi d'une certaine façon à travers la diffusion de câbles diplomatiques à travers le scandale Wikileaks. Alors, de nombreuses techniques et outils très sophistiqués sont utilisés par des spécialistes de l'informatique et du renseignement, souvent d'ailleurs aidés par des hackers reconvertis qui se mettent au service de l'État. Alors, la mémoire de masse, des superprocesseurs, des outils d'analyse sémantique, de la cryptographie et de la cryptanalyse. Et justement, à quels outils, à quelles stratégies ont recours les acteurs de cette guerre numérique ? Alors l'ingéniosité dans ce domaine, vous l'imaginez, n'a pas de limite et nous le verrons, cela pose même parfois des problèmes de cadre légal des interventions. Alors on peut citer bien sûr les techniques qu'on appelle de vers informatiques ou de virus, comme par exemple le virus Stuxnet qui a permis la destruction de centrifugeuses iranienne qui enrichissait l'uranium à usage civil ou militaire. Il existe aussi la bonne vieille stratégie du cheval de Troie avec des sociétés qui vendent des logiciels militaires qui leur fournissent ensuite des informations stratégiques comme la technologie dite de Deep Inspection, d'inspection en profondeur, qui permet de rentrer directement dans les paquets d'informations qui circulent sur les réseaux. Alors les gouvernements font également de plus en plus appel aux grandes sociétés de l'Internet comme Google en leur achetant des renseignements stratégiques pour prévenir des actions terroristes, violentes ou contrer des mafias. Et même si cela n'est pas nouveau, les écoutes téléphoniques sont aussi largement utilisées pour faciliter les enquêtes, participer au travail gigantesque de renseignement, ainsi qu'à l'analyse de millions d'informations issues des réseaux Internet et faisant appel à des technologies de plus en plus pointues comme le web sémantique. Enfin, les technologies dites d'ingénierie sociale permettent, grâce à la collecte d'informations que l'on trouve sur les réseaux sociaux, de tromper la vigilance de systèmes de sécurité humains en se faisant passer pour d'autres personnes. Et est-ce que la guerre du numérique se joue aussi sur les théâtres d'opération ? Et voilà, c'est un petit peu effectivement la deuxième facette de cette guerre numérique qui transforme aussi les technologies non seulement dans l'espace numérique, mais aussi les technologies de combat. C'est-à-dire que la tendance aujourd'hui est de déporter finalement la guerre physique du terrain vers les machines. Alors du char d'assaut qui est né il y a justement 100 ans dans les tranchées de Verdun, aux robots combattants, en passant par le drone, aujourd'hui qu'on envoie sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, la robotique prend une place de plus en plus importante et il ne serait pas étonnant dans les années qui viennent de voir le fantassin remplacé par les robots. Les armées américaines et israéliennes notamment, qui sont très en pointe dans ce domaine, testent différents robots tueurs qui feront leur apparition dans les 4 ou 5 ans à venir sur le terrain. Alors la science-fiction avec Terminator va peut-être devenir réalité. Alors l'univers des jeux vidéo aussi inspire également largement l'armée avec des technologies de combat.
Les soldats qui s'entraînent bien sûr de plus en plus avec des simulateurs vidéo pour piloter bien sûr des avions de chasse mais aussi les chars. Enfin, le numérique fournit de la réalité augmentée aux soldats dans leur casque ou sur des lunettes de combat. Alors, on peut voir la position de ses adversaires, avoir accès à des cartes en temps réel et donc avoir accès à de l'information enrichie. Et est-ce qu'on est armé? Est-ce qu'on est prêt à affronter ces nouvelles formes de menaces? Alors au niveau mondial, les Américains et les Israéliens ont un coup d'avance. Les Américains ont l'avantage d'avoir un accès privilégié aux données justement de ces géants de l'Internet et comme les Israéliens et les Français, ils sont de gros producteurs d'armes, ce qui est stratégique pour la maîtrise des technologies que l'on vend aux autres et donc que l'on pourra éventuellement un jour contourner ou pirater. Aujourd'hui, alors les états-majors ont bien pris conscience de l'importance du numérique et ils ont constitué de véritables directions spécialisées comme en France l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Comme l'affirme le directeur des affaires stratégiques au ministère de la Défense, monsieur Bonnemaison, j'aime bien sa citation, une clé USB défaillante peut faire plus de dégâts qu'une bombe de 250 kilos. Effectivement, aujourd'hui, les menaces de la cyberguerre peuvent se décliner à l'infini parce que le numérique, je le répète souvent, est transversal. Demain, les attaques malveillantes peuvent paralyser des sites stratégiques, des systèmes d'information sensibles, comme par exemple le système bancaire. Les échanges monétaires se numérisant de plus en plus, il est très facile de mener des attaques bancaires à distance, de bloquer des virements ou de geler des comptes. Preuve que ces questions sont à l'ordre du jour en France. Il s'est tenu la semaine dernière à Lyon un colloque de très haut niveau organisé par l'Observatoire en géostratégie de Lyon qui s'appelle Geolinx et qui a réuni près de 300 universitaires professionnels de la défense et de la sécurité pour justement parler de cyberdéfense. Et quelles limites à ces nouvelles stratégies d'attaque, Jean Pouly ? Alors le Patriot Act, qui a été voté par les Américains après les attaques du 11 septembre, a donné finalement un blanc-seing aux autorités américaines pour se prémunir des attaques terroristes. Ce qui a conduit notamment la NSA à demander aux majors de l'Internet comme Facebook ou Amazon des millions de données personnelles, ce qui pose bien sûr des questions de respect de la vie privée. Alors il existe en quelque sorte une sorte de schizophrénie aujourd'hui de l'État qui lutte d'un côté contre les dictatures avec des lois d'exception et des mesures de type dictatorial comme la surveillance généralisée. Ce qui peut vite se retrouver en contradiction totale, notamment avec des traités internationaux. L'autre limite que je vois est que finalement toutes ces données ne seront jamais une retranscription totalement fidèle du réel et que cet espionnage un peu massif et brut de décoffrage de millions de données peut finalement être assez facile à contourner par l'utilisation d'avatars ou de codes de langage. Enfin, l'extrême sophistication et la robotisation de l'armement poursuivent sans doute d'un objectif plutôt de réduction des pertes humaines, enfin je parle dans l'armée occidentale, qu'une réelle efficacité militaire quand on voit que les 120 000 soldats les mieux armés du monde ont été mis en échec en Afghanistan par une guérilla plutôt artisanale. Vous voyez, même dans la guerre, le numérique ne peut pas faire la passe sur l'être humain. Merci Jean Pouly, on vous réécoute sur internet rcf.fr et on vous retrouve la semaine prochaine.